L'héritage qu'Amadou Hampâté-Bâ laisse à cette génération, c'est d'avoir été lui-même un modèle, mais aussi à travers des paroles fortes, des souhaits. Il disait, jeune Africain, sois toi-même, car tu ne sauras jamais être un autre. Mais ne sois pas chauvin, tu cesserais d'être humain. Il dit, c'est pas parce que tu dois te connaître que tu dois devenir xénophobe, raciste et tout ça. Tout ça, il trouve que c'est des valeurs négatives. Amadou Hampâté-Bâ était un écrivain, un sage. C'est connu, mais par-dessus tout, il était un Africain. C'est à juste titre d'ailleurs que ses pensées sont relayées en grande pompe partout sur le continent africain. De l'ancienne à la nouvelle génération, tous sont convaincus d'une seule chose, Amadou Hampâté-Bâ aura marqué d'une empreinte indélébile l'histoire africaine. Aujourd'hui encore, 33 ans après son départ, que représente-t-il pour la société africaine? Quel est l'impact de son héritage dans nos sociétés contemporaines? Pour en parler, j'ai l'immense honneur de recevoir Rukiatou Hampâté-Bâ, fille de cet illustre homme et directrice de la fondation Amadou Hampâté-Bâ. Merci de nous suivre sur Alert Info News. Bonjour Madame Rukiatou Hampâté-Bâ, merci de nous accueillir dans cette magnifique fondation. C'est pour moi un immense plaisir de vous y accueillir. Un grand merci à Alert Info et à toi Ben et toute l'équipe qui venait revivifier l'héritage que nous laisse le patriarche. Pour commencer, est-ce que Rukiatou Hampâté-Bâ se considère comme étant la digne héritière de Amadou Hampâté-Bâ? Digne héritière, je dirais que non. Mais simplement une élève chercheur sur les traces d'un maître qui essaie de suivre les sillons qu'il a tracés, qui non seulement a découvert l'écrivain, le philosophe, l'ethnologue, mais aussi a bénéficié d'une éducation qu'il a eu à lui léguer. Donc les personnes de la dimension d'Amadou Hampâté-Bâ, je pense que ce sont un peu des, comme on appelle en langue bambara, nankamadé, des enfants prédestinés. Donc ce serait prétentieux de dire que on est sa digne héritière. D'accord. Qui donc parmi vous initie le projet de la création d'une fondation qui aura pour mission donc de perpétuer l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ? Je dirais donc que c'est une volonté qui vient de loin, d'Amadou Hampâté-Bâ lui-même. Et il voulait voir un espace, un fertile vivier où tous les obédiences religieuses, les appartenances politiques, des jeunes, des vieux, viennent s'imprégner de la culture et notamment autour du fonds littéraire qu'il nous lègue. Il avait souhaité que, après sa mort, après la publication des inédits, que l'ensemble de son fonds documentaire soit mis à la disposition des chercheurs, de préférence en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour respecter cette volonté testamentaire que la fondation a vu le jour sur les bords de la lagune Aiguebrié en janvier 2002. Amadou Hampâté-Bâ, dans la conception générale, c'est l'écrivain, c'est le sage, c'est l'homme de l'Afrique. Mais qui était finalement Amadou Hampâté-Bâ, l'homme que vous appeliez père? Amadou Hampâté-Bâ, il est le prototype de ce que l'Afrique contenait en sage. Il disait que la connaissance africaine est une connaissance globale. Et le même vieillard était aussi bon en histoire, en philosophie, en littérature, même en pharmacopée, les plantes médicinales. Et lui, il était ce prototype-là parce qu'il a été à la fois écrivain, philosophe, historien, et il était ethnologue parce qu'il a écrit les langues africaines. On lui doit l'alphabet qui a été retenu officiellement pour la transcription unifiée des langues africaines. C'est Hampâté-Bâ qui l'a fait. Et donc, il montre ce que l'Afrique avait en sage, parce qu'il dit que
c'est pas parce que nous n'avions pas d'écriture que nous n'avions pas de connaissances. Il aimait dire qu'il est issu du pays des savants illettrés, que l'écriture est une chose et la connaissance est autre chose. Et que donc on était des grands sachants. Et lui, comme tout diplôme, il va avoir que le certificat d'études primaires. Mais avec ce niveau-là, il ira enseigner les Européens chez eux. Et aujourd'hui, ces œuvres sont un corpus important de la littérature africaine. Quelle était votre relation avec votre père, particulièrement? Je dirais que c'était une relation fusionnelle. D'accord. Une relation fusionnelle qui laisse encore un impact profond, parce que c'est vrai qu'il nous a quittés depuis 33 ans, mais je vis avec lui au quotidien. Et c'est-à-dire travailler sur ses manuscrits, la volonté de transmettre l'héritage qu'il laisse et de faire revivre l'homme qu'il a été, comme dans cet exercice d'aujourd'hui, me ramène à lui. Et tant que j'aurai un souffle de vie, je continuerai, parce qu'il me fascine, non pas parce qu'il a une renommée, mais c'était quelqu'un de foncièrement bon. Et je me considère comme chanceuse de venir d'un tel homme, et surtout d'avoir la chance de travailler dans ceux qui laissent. Et comme tout initié, il n'avait pas peur de mourir, mais il avait peur qu'après lui, l'ensemble des efforts qu'il a fait puisse s'arrêter. Et donc voilà, on avait une relation assez particulière. Et la mort, comme il a dit, l'âme ne meurt pas, et je pense que je continue d'être en communion avec elle tant que je me comporterai dans les valeurs que lui nous a prescrites. Je pense que je bénéficierai de sa protection. Je sens beaucoup d'émotion dans ce que vous dites. Ouais, parce que votre question, elle est... D'accord. C'est un peu ça aussi qui est le moteur. Il n'était qu'amour. Il n'était qu'amour. Voilà, amour pour les autres, volonté de servir les autres. Il dit non de se faire servir. Je pense que c'est vraiment un modèle dont on a besoin. Il avait des talents, mais vraiment l'œuvre de paix d'Amadou Hampâté-Bâ est considérable. Il arrivait à réconcilier les agriculteurs et les éleveurs lorsqu'il y avait des problèmes. Il arrivait à réconcilier des chefs d'État. Et je suis sûre que face à la situation qu'on traverse actuellement, l'AES, la CEDEAO et tout, mais si Amadou Hampâté-Bâ était encore vivant, je suis sûre qu'on n'en serait pas là. Est-ce que vous avez l'impression de poursuivre l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ à travers la Fondation? Oui. Oui. Parce qu'au quotidien, nous revisitons les documents pour les numériser, les cataloguer. Nous organisons beaucoup d'activités. La semaine dernière, on était avec 120 élèves de lycée d'enseignement français. Ils ont mis l'œuvre au programme. Et en licence 3 de philosophie, Amadou Hampâté-Bâ est au programme. Savoir et pouvoir dans Kaïdara, l'éclat de la grande étoile, je dévoile. Donc on pense qu'on contribue, un tant soit peu à revivifier cette œuvre-là du mieux qu'on peut. Mais c'est pas seulement l'apanage de la Fondation. Il ne se passe pas une journée où il n'y a pas... Hampâté-Bâ n'est pas cité, chacun essaie de faire un peu ce qu'il veut à l'échelle mondiale. Laquelle donc des pensées de votre père vous guide dans la gestion de cette fondation? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais laquelle? Oui, celle d'ici tu veux être, il ne faut pas paraître, car pour être, il faut connaître. Donc avant de mourir, il m'a dit... je compte plus sur moi-même pour quoi que ce soit. Je veux que tu cherches la connaissance là où elle se trouve. Voilà. Et donc, il nous disait, il dit qu'il a peur de la honte. Il dit on est comme enveloppé dans un drap blanc. Il ne veut pas le salir.
Bon. Donc on essaie de mener des actions pour ne pas le discréditer, puisque franchement dans sa vie il a tout fait pour garder son honneur, la dignité et celle de l'Afrique avec lui. Est-ce que finalement ce n'est pas un poids de savoir qu'on a une telle marche à suivre et que finalement l'œuvre de ce qui a été Amadou Hampâté-Bâ était tellement grande que finalement on se dit mais on n'a pas droit à l'erreur? Ça devient un peu un devoir agréable. Je me souviens parce que lui n'a jamais voulu nous envoyer chez le président au fouet, alors que c'était son ami intime. Et il a dit on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc nous on était à l'internat, j'étais à l'internat depuis 7 ans chez les bonnes sœurs. On puisait l'eau, on nettoyait, on balayait, voilà. Et ensuite c'était le lycée de jeunes filles de Yamoussoukro, aussi dans la même rigueur. Mais quand il est tombé malade, pendant les 5 années qu'a duré sa maladie, chaque vendredi, le président au fouet se déplaçait, il venait au chevet de son ami des heures durant. Et moi, j'ai décidé que je devais le connaître. Et puis, donc vous avez osé. J'ai osé et j'ai demandé audience et je suis allée. Alors j'ai dit que je voulais faire mes études au Canada. Il a accédé, il a dit mais j'ai toujours eu l'habitude de vivre en famille. Donc il souhaiterait que je vive à la résidence de Côte d'Ivoire. J'ai vécu à la résidence de Côte d'Ivoire et à mon retour, j'ai eu le privilège de manger à la table du président au fouet pendant 6 mois avant qu'il ne parte et le 7 décembre 1993. Il nous quitte. Donc c'est mon père, parce que le pays de la cola, comme il appelait la Côte d'Ivoire, et le pays du sel, le Mali, devait être lié par de valeurs sacrées. Il s'est battu sa vie durant pour vraiment asseoir une diplomatie entre les deux pays. Et ici, la fondation en Côte d'Ivoire, ici, c'est encore une des expressions de la relation fusionnelle d'Amadou Hampâté-Bâ. Il repose ici en Côte d'Ivoire aussi. Et donc, voilà. Quel est donc l'héritage que Amadou Hampâté-Bâ laisse à cette génération? L'héritage qu'Amadou Hampâté-Bâ laisse à cette génération, c'est d'avoir été lui-même un modèle, mais aussi à travers des paroles fortes, des souhaits. Il disait à cet effet qu'il souhaite que la jeunesse s'affranchisse de l'esclavage culturel, la plus détestable de toutes les colonisations. Il disait, jeune Africain, sois toi-même, car tu ne sauras jamais être un autre. Mais ne sois pas chauvin, tu cesserais d'être humain. Il dit, c'est pas parce que tu dois te connaître que tu dois devenir xénophobe, raciste et tout ça. Tout ça, il trouve que c'est des valeurs négatives. Et ces valeurs d'humanisme que l'Africain a, vous avez dit, c'est le grand champ de l'africanité. On a à apporter ça aux autres. Mais il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Et ensuite, on peut s'ouvrir aux autres. Mais si nous, il dit par exemple, si tu renonces à ta propre terre, tu renonces à toi-même, et tu vas chercher une terre du pôle Nord, et tu veux venir y faire pousser du cacao, ça peut pas. Ça peut pas marcher. Donc, il dit, mais si c'est compatible avec ta terre, tu peux faire... il dit donc, il ne faut pas toujours prendre des idées préconçues qui sont malpropres, peut-être pour notre mentalité. Il dit, il veut être un puits qui a sa source en lui-même, mais pas un puits qui se remplit des ruissellements qui viennent de l'extérieur avec toutes sortes de tructus, de saleté. Tu vois, il est d'accord pour s'ouvrir aux porosités des autres, mais être bien enraciné en lui-même, savoir qui il est. Voilà, c'est ça la plus... Parce que il disait ça, il dit Sodon, Djidon, il y a les dons des Kafsanabe, de toutes les connaissances, la connaissance de soi est la meilleure. Et ça, c'est la vieille Afrique qui apprend ça. Comme il dit, les phrases ne sont pas de lui, elles sont du continent. Donc lui, il nous redonne ce que nous, on n'a pas eu l'occasion d'avoir. Donc c'est un passeur d'histoire. Amadou Hampâté-Bâ, c'est un passeur d'histoire. Pour finir, quel sera votre dernier message à l'endroit de ces jeunes Ivoiriens et Africains?
Parce qu'Amadou Hampâté-Bâ, finalement, il appartient à toute l'Afrique. Mais de dire que Amadou Hampâté-Bâ a été très ami avec le président Félix Houphouët-Boigny, mais il disait qu'il était son ami au sens négro-africain du terme. Il dit parce que deux amis cessent d'être deux personnes différentes, mais une seule âme logée dans deux corps différents. Parce que la joie de l'un fait le bonheur de l'autre et lieu d'aiguiser sa jalousie. Ils avaient atteint. Il dit c'est difficile de devenir des amis. Je prends l'exemple de ces deux personnes-là pour montrer que c'était des personnes qui étaient fières de ce qu'ils étaient et qui étaient des personnes de lumière. Ils ont repoussé les frontières du désert pour arriver jusqu'aux valles tumultueuses de l'Atlantique, dans un désir d'unir l'Afrique, d'unir le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, je forme le vœu que les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, cultivent entre eux le sens de cette amitié-là. Parce qu'il dit, là où l'amitié a fleuri, il ne saurait avoir d'herbe de la dérision. Et donc, il dit que la brutalité dans les gestes, dans les paroles, c'est pas ça la vraie force. La vraie force, c'est d'avoir des convictions, de se battre et d'aimer son pays. Il dit, aimer son pays, c'est une manière active et effective d'aimer Dieu. Donc, je forme le vœu que la jeunesse aujourd'hui entreprenne de réhabiliter cette image véridique de l'Afrique, qui ne soit pas folklorique, qui ne soit pas exotique, donc qui vienne, parce qu'on ne va pas tout réinventer. Il y a des devanciers qui ont fait du chemin de travail et ce matériel-là est là et la Fondation souhaiterait être justement ce lien organique qui les unit à leur sève nourricière pour montrer que l'Afrique, elle est brune, elle n'est pas obscure, elle est sage. C'est avec justement ces belles paroles que nous arrivons donc au terme de cet entretien. Merci Madame Bricato de nous avoir reçus au sein de cette belle fondation. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour un prochain numéro.